Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photo, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photo est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. La vie apporte parfois son lot de malchance, puis la malchance, bien, elle est frappée à ma porte la semaine dernière. Je vous partage cette expérience-là. J'ai échappé ma super lentille 70-200 f2.8 d'édition 2. Une lentille de 2600 $. J'ai échappé ça sur le sol et j'ai abîmé la baïonnette, j'ai abîmé la lentille, le stabilisateur qui ne fonctionnait plus, etc., etc. Et là, je me suis retourné vers mes assurances. Et une chance que j'avais de bonnes assurances. Merci Desjardins d'avoir réglé mon dossier aussi rapidement. Et je tenais également à dire un gros merci à l'équipe de Zone Image là, chez Imacom à Sherbrooke. Maxime Bourgault, qui est le directeur général, entre autres, qui m'a donné un service extraordinaire. Rapidement, il a remplacé ma lentille qui était endommagée pour un shooting. Et Maxime, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais je te remercie beaucoup de la souplesse, de la rapidité de ton geste. Merci beaucoup. Nous sommes le 27 février 2016 et bienvenue dans votre émission Fan de photo. Il me fait plaisir d'être dans vos oreilles une fois encore cette semaine et sans plus tarder, voyons ensemble, tel que promis, le deuxième atelier sur le cadrage photographique. La semaine dernière, je vous ai demandé de vous imprégner du mouvement de votre sujet pour vous guider dans votre cadrage photographique. Nous avons vu ensemble qu'il était alors plus facile de cadrer correctement son sujet à gauche ou à droite selon l'inspiration de son mouvement. Je vous ai également parlé de la règle des tiers pour disposer vos sujets et votre ligne d'horizon sur vos images de sorte que celles-ci soient plus agréables à regarder. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter ces notions de base, je vous invite à écouter l'épisode numéro 12 avant même d'inclure les notions que nous verrons aujourd'hui. Également, si vous n'êtes pas familier avec mes ateliers, je vous invite à vous rendre sur mon site web stéphanelafrance.photo pour y découvrir une page d'information par épisode. Chacun de ces épisodes sont accompagnés de photos explicatives sur tous les sujets qui sont abordés pendant notre émission. Je dis notre émission puisque sans vous, je serais bien triste sur ce côté-ci de mon microphone. J'en profite pour vous dire merci, car vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter à toutes les semaines. Revenons maintenant à notre deuxième atelier sur le cadrage photographique et je vous invite à ouvrir la première photo de l'ensemble des images qui vous sont proposées aujourd'hui sur la page de l'épisode numéro 13, mais cette fois, laissez-les défiler automatiquement de sorte de vous laisser imprégner de la théorie et des trucs que je vais vous partager aujourd'hui. Outre quelques-unes de mes images, j'ai également inséré des photos que nous a fait parvenir Annabelle Sylvain, ainsi qu'une image bien particulière de mon amie Sonia Routier. Sonia que nous avons reçue à l'épisode numéro 8. Tout de suite, je vous amène vers la notion numéro 1, une notion qu'on n'a pas discutée encore. Comment photographier une personne? Tout d'abord, on doit identifier son mouvement pour la placer correctement à gauche ou à droite. Il y a un point important que l'on doit absolument observer lorsqu'on photographie une personne, c'est l'endroit même où l'on va faire la mise au point sur cette personne-là pour obtenir une belle image. La première question que je dois me poser en tant que photographe, c'est quoi l'élément qui, dans un visage, par exemple, qui est le plus important? Est-ce que c'est le nez, la bouche, le front, le menton, les joues ou les yeux? Oui, les yeux. Lorsque vous êtes près d'une personne, lorsque vous cadrez peut-être une partie de le haut de ses épaules et puis vous avez son visage au complet puis le haut de sa tête, ce qui est primordial, c'est de faire la mise au point sur les yeux. En fait, il faut faire la mise au point encore plus particulièrement sur l'œil qui est le plus près de vous. La notion derrière cette directive de faire la mise au point sur les yeux, c'est que plus on est près de notre sujet, et plus on a une ouverture qui est grande pour laisser rentrer beaucoup de lumière, la profondeur de champ, elle, devient très, très petite. Et si on a fait la mise au point, par exemple, à quelque part comme l'extrémité du nez ou sur, je ne sais pas moi, une oreille ou un peu partout dans le visage, il est très, très possible que la profondeur de champ soit tellement petite que les yeux de votre sujet vont être flous. Alors, c'est très important de faire la mise au point sur les yeux pour justement que si cette profondeur de champ-là elle est toute petite, que vous puissiez avoir les yeux de votre sujet qui vont être nets, même si la pointe de son nez est un peu floue, c'est très, très acceptable.
Maintenant, si je m'éloigne un peu de mon sujet et que je le prends, par exemple, le demi-corps, donc peut-être à partir de la ceinture de votre sujet jusqu'en haut de sa tête, à ce moment-là, vous allez faire la mise au point sur la partie de sa tête. Ce n'est pas nécessaire de faire la mise au point sur les yeux à ce moment-là, mais c'est essentiel de faire la mise au point sur la tête. Justement, encore, à cause de la profondeur de champ, pour vous assurer que le devant de son visage soit dans la partie nette et non pas à l'extérieur de la zone de profondeur de champ. Dans le dernier cas, lorsque vous prenez une personne au complet, vous allez vous assurer de faire la mise au point sur cette personne-là, peu importe à quel endroit vous allez faire la mise au point. Mais par exemple, si la personne se trouve près d'une moto ou d'une voiture ou je ne sais pas de quel autre objet, il ne faut pas faire la mise au point globalement, mais il faut faire la mise au point sur la personne, toujours en relation avec notre profondeur de champ. Même si, par exemple, la voiture ou la moto, elle est un petit peu floue à cause qu'elle sort de la profondeur de champ, mais vous allez avoir la personne qui est votre sujet principal, qui va être nette sur votre image. Maintenant, parlons d'une deuxième notion. Quand on entre une deuxième personne dans la photo, comment on s'y prend? À ce moment-là, je vais vous inviter à identifier c'est qui de ces deux personnes-là qui est la plus grande. Et c'est pas juste grand en grandeur, c'est grand en notoriété. Si par exemple vous avez une maman et sa fille qui ont toutes les deux la même grandeur, mais maman a davantage de notoriété que la fille. Et la personne qui va prendre la notoriété par la grandeur ou par son statut dans la famille va se retrouver sur le côté de l'image. Donc, si vous avez décidé que vous allez cadrer vos sujets à gauche ou à droite, même si vous avez deux personnes, c'est pas essentiel de les mettre, par exemple, une à gauche, une à droite sur vos lignes verticales que l'on a vues lorsqu'on a parlé de règles des tiers. Vous pourriez facilement mettre les deux personnes à gauche ou les deux personnes à droite, mais ce qui va être essentiel, c'est de placer la personne qui est la plus grande, soit en grandeur ou en notoriété, sur le côté de l'image. Moi, j'appelle ça mon pilier. Je place mes piliers en périphérie de mon image. Une autre chose qui est importante lorsque vous cadrez pour deux personnes, c'est de les placer sur le même plan. Ce que je veux dire par là, c'est que vous savez, par exemple, la première personne avec vous, vous avez une distance appareil photo-sujet. Lorsque vous avez deux personnes sur la même photo, c'est important d'avoir cette même distance-là, appareil photo-sujet, pour cette deuxième personne-là. Tout ça, c'est relié, encore une fois, avec la possible profondeur de champ qui va être possiblement réduite et vous éviterez d'avoir une deuxième personne sur votre image qui va sortir de votre profondeur de champ et on va voir apparaître du flou sur son visage. Je vous parlais tantôt de les placer soit à gauche ou à droite. C'est une belle observation à faire. On laisse respirer nos sujets, puis en plus, on en profite pour contempler l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et en parlant de contemplation d'environnement, je vais vous donner un petit truc. Si par exemple, vous avez un environnement qui est vraiment le fun, que vous aimeriez partager, à ce moment-là, je vous invite à prendre les photos en mode paysage. Donc, vous allez pouvoir distribuer vos personnes à gauche et à droite et on va pouvoir avoir un 2 tiers ou un tiers, finalement, qui va rester dans l'image, où est-ce qu'on va pouvoir voir à quel endroit ils étaient. Vous allez nous partager le lieu en plus de nous partager le sujet. Mais si, par exemple, vous prenez une photo à un certain moment donné, puis l'arrière-plan n'est pas à votre goût, ce n'est pas vraiment un arrière-plan qui vous interpelle au niveau artistique, je vous invite à ce moment-là à virer votre appareil en mode portrait. Vous allez prendre une photo en mode portrait, puis vous allez réduire justement l'espace qui va être à gauche ou à droite. Vous pouvez quand même conserver vos sujets à gauche ou à droite, mais lorsque vous avez deux sujets, c'est plus difficile de le faire. Donc, vous pourriez avoir un sujet sur une ligne verticale à droite, puis un second sujet sur une ligne verticale à gauche. Et je vous laisse vous inspirer de ces deux petits trucs, soit en mode paysage ou en mode portrait, pour soit nous partager un peu l'ambiance dans laquelle vous prenez vos sujets, ou encore ficeler vraiment l'image pour que ce soit seulement vos deux sujets qui soient proéminents sur votre photo finale. Maintenant, j'aimerais vous amener encore plus loin dans votre pratique photographique. J'aimerais vous partager un truc de pro. Lorsque vous prenez des gens en photo, c'est des gens qui sont par exemple debout devant vous, d'être debout également en tant que photographe devant eux, bien c'est correct. Vous allez pouvoir partager l'environnement dans lequel vos deux sujets ou votre sujet évolue, peu importe. Mais imaginez maintenant un sujet, par exemple votre enfant, qui vous fait, je ne sais pas, moi, vous venez de faire de la popote avec lui, et puis là, il a le visage plein de farine, puis vous voulez le prendre en photo, et vous restez à votre hauteur d'adulte, alors que lui, il a 3-4 ans, puis il est très, très bas dans la salle, dans la cuisine, puis vous le prenez en photo, qu'est-ce que vous avez comme arrière-plan? Bien, c'est votre plancher.
Un bout de plancher derrière votre sujet, ce n'est pas ce qui est le plus esthétiquement joli dans une image. Mais par exemple, si vous vous étiez mis en petit bonhomme pour pouvoir prendre cette photo-là, pour pouvoir avoir votre lentille au même niveau du sol que la tête de votre sujet, à ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être voir une plante derrière. Vous allez pouvoir voir un comptoir que lui aussi est bien plein de farine. Vous allez pouvoir voir le milieu, l'environnement dans lequel vous allez prendre votre sujet. Même chose pour des animaux, par exemple. Quand vous prenez vos animaux, vous les prenez toujours en plongée comme ça, bien, vous voyez juste l'environnement dans lequel ils se trouvent. Je pense à mon chien, parce que je le prends souvent en photo. C'est important pour moi de pouvoir le voir évoluer. Évoluer, je ne sais pas, moi, avec d'autres animaux. Si je me positionne à la hauteur de son visage pour pouvoir le prendre en photo, mais je vais pouvoir savourer un peu l'environnement dans lequel il se trouve. Puis là, on peut sortir des choses qui sont vivantes. Imaginez une boule de billard, que vous êtes au-dessus de la table de billard, puis vous allez prendre la photo. Fait tout ce que vous allez avoir, c'est le petit bout de tapis sous la boule que vous allez avoir en photo, si vous restez debout. Mais si vous vous recroquevillez au niveau de la hauteur de la table, vous allez avoir en arrière-plan les autres boules, vous allez avoir le coin ou la poche dans lequel vous aimeriez faire passer cette boule-là. Là, imaginez toutes sortes de choses. Imaginez une hache, imaginez une scie à chaîne, où est-ce que vous mettez à la hauteur de votre sujet, puis vous allez pouvoir voir la corde de bois, vous allez pouvoir voir la forêt derrière. Donc, vous allez mettre en contexte vos sujets. Et ça, c'est le truc de pro que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Également, dans ce deuxième atelier de cadrage-là, je ne pouvais pas faire autrement que vous parler qu'il y a une exception, à mon sens à moi. Lorsque l'on photographie un paysage, il est selon moi impératif de suivre la règle des tiers à la lettre, c'est-à-dire de placer la ligne d'horizon soit sur le premier tiers en haut ou soit sur le deuxième tiers en bas. Mais je vous dirais qu'il y a une exception à ça, et cette exception sera la réflexion. Je vous explique. Chaque fois que vous vous retrouvez devant une réflexion, que ce soit lorsque vous regardez le rivage d'un lac ou d'une rivière, et que vous apercevez clairement le reflet des arbres dans l'eau, ou encore, après un bel épisode de pluie, vous voyez la réflexion de votre enfant avec son parapluie et ses bottes de grenouille à la surface de l'eau. Il faut alors cadrer ces images pour que le début de la réflexion soit au centre de votre photo. De cette façon, si vous êtes chanceux, vous allez pouvoir obtenir le corps complet de votre enfant ainsi que sa réflexion complète à la surface de l'eau. Et je dois ajouter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des bottes de grenouille dans vos images pour accomplir de merveilleuses images avec réflexion. Cette semaine, j'ai reçu une question fort pertinente, une question qui m'a été adressée de la part de Lise Morin. Elle me demande « Quand utilise-t-on un blanc pur et quand utilise-t-on le gris pour la balance des blancs? » C'est une très bonne question, Lise. Et je te remercie de me l'avoir partagée. Je pense que tu me l'as partagée via Facebook. Vous savez que lorsqu'on prend une photo dans peu importe l'environnement, il est essentiel d'avoir la balance des blancs qui est bien réglée sur son appareil photo. Et qui dit balance des blancs, souvent on dit de faire un blanc. Ça vient de la notion faire un blanc. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir un blanc pour faire une balance des blancs. Vous pourriez avoir un gris neutre. Et c'est ce que je vous encourage de vous procurer. Avec cette référence-là, une référence au gris neutre, un 18% de gris, vous allez pouvoir le disposer dans la même situation d'éclairage que votre sujet va se retrouver et prendre ce gris neutre-là en photo. Par la suite, vous allez pouvoir, à l'aide du menu de votre appareil photo, utiliser une balance des blancs personnalisée pour justement adapter votre appareil photo dans cette condition d'éclairage-là. Mais moi, je vais encore plus loin avec ce gris neutre-là. Ce que je fais, c'est que je peux le mettre en présence de mon sujet et, à l'aide du pose-mètre que j'ai dans mon appareil photo, sélectionner la bonne valeur d'exposition pour ce sujet-là en fonction de la quantité de lumière que j'ai de disponible. N'oublions pas qu'en photographie, le boss, c'est la lumière. Plus il y a de la lumière, plus vous avez de disponibilité au niveau de la gymnastique de votre exposition. Moins il y a de lumière, moins on a de possibilités à ce niveau-là. Tout cela pour te dire, chère Lise, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir dans ton sac photo une référence blanche puis une référence gris de 18%. D'avoir seulement le gris neutre de 18% fera très bien l'affaire. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez des questions comme Lise, à me transmettre. Bien, vous pouvez le faire soit en laissant le message directement sur la page de l'épisode numéro 13 ou encore me le partager d'une façon Facebook ou peu importe les réseaux sociaux que vous emploierez.
J'ai reçu 2 belles confirmations cette semaine, à savoir que 2 artistes photographes se présenteront au cours des prochaines semaines à mon micro pour nous parler de leur passion, la photographie. Il s'agit de M. Marc Bailey et de Mlle Isa Otis. La semaine prochaine, je vous propose un épisode de type tout-ski. Vous connaissez les tout-ski, hein? Tous les restants qui nous restent dans notre frigidaire et puis un peu partout dans notre garde-manger. Mais ce sera toujours en rapport avec notre passion, soit la photographie. Alors voilà, c'est tout pour cet épisode de cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de bonnes photos. Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photo est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera de franchir une nouvelle étape photographique. Si vous voulez envoyer vos questions à Stéphane, que ce soit par écrit ou par fichier son, vous pourrez le faire via info@Stéphane-Lafrance, en un seul mot, .photo. info@Stéphane-Lafrance.photo. Fan de photo est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle.